Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une étrange disparition, celle de Vanessa Meslay, 37 ans. Depuis le 6 décembre 2016, elle n'a plus donné signe de vie. Pour les parents de la jeune fille, impossible d'envisager une disparition volontaire ou un suicide, car ils sont persuadés qu'un homme est derrière tout ça. Avec moi, vous entendrez les voix d'Annick et Michel Daigle, la mère et le beau-père de Vanessa, celle de son frère Michael, celle de ses amis et de tous les journalistes qui ont travaillé sur cette affaire. Bonne écoute. Mardi 6 décembre 2016 à Langrune-sur-Mer, une petite station balnéaire au nord de Caen. Vanessa Meslay, une jeune femme de 37 ans, est venue passer quelques jours chez sa mère et son beau-père pour se reposer. Seulement ce matin-là, Annick Daigle, la mère de la jeune femme, va voir sa vie basculer. Je dormais avec elle parce que je la sentais angoissée. Elle se lève, je sais pas quelle heure il était, parce que j'avais pas la vue sur le réveil. Elle va dans la salle de bain, elle fait couler l'eau. Moi, je l'avais entendu, je dors pas beaucoup, je l'avais entendu, elle marchait. Je dis, tiens, elle est déjà levée. Pourtant, ce n'est pas dans les habitudes de la jeune femme de se lever si tôt. Annick sent bien que chez sa fille, quelque chose ne va pas. À un moment donné, elle se parle à elle-même, elle se dit, est-ce que je mets mon manteau ? Je me lève d'un bond. Je la vois face à moi, habillée. Je la regarde. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais, Vanessa ? Où tu vas ? Elle me fait, je vais faire un tour. Là, j'ai dit, non, ma fille. Non. Puis je voyais la nuit dehors. Je dis, non. Tu vas pas aller faire un tour, il fait nuit. Genre, fixer ses mains. Et elle n'avait pas de clé, elle n'avait pas de sac, elle avait rien du tout. Elle a la main sur la planche. Elle se retourne, elle me regarde, elle me fixe. Je vais faire un tour, qu'elle me fait. Et je reviens. Avec sa petite voix comme ça. En me disant, t'inquiète pas, maman. Je reviens. Et puis elle s'en va. Moi, je vais dans la cuisine, je regarde l'heure, c'est 7h30. Oh ! Annick repart se coucher. C'est la dernière fois qu'elle verra sa fille Vanessa. Car à compter de cet instant, la jeune femme disparaît comme si elle s'était volatilisée. Ma Vanessa, toujours magnifique, toujours très coquette. Elle se dévoilait pas, hein. Elle avait ses jardins secrets. Hein. Ma fille, elle est tombée dans un piège. Elle l'a pas vu arriver. Est-elle montée dans une voiture ? C'est fort probable. Ils sont passés des appareils pour voir si des fois elle aurait pas enterré le corps dans le jardin. L'enquêtrice, pour moi, c'est la justice. Et ce qu'elle m'a fait, elle m'a trahi. Il y avait beaucoup de menaces, de choses comme ça. Sur un coup de colère, ça peut vite dégénérer. Personne ne nous répond. Et c'est un silence assourdissant. Il y a quelqu'un qui a vu quelque chose. Il faut le dire. Alors, pourquoi Vanessa est-elle sortie ce matin-là ? Où allait-elle ? Que lui est-il arrivé ? Ce 6 décembre 2016, à Langrune-sur-Mer, Annick se réveille en sursaut au milieu de la matinée. Vanessa est-elle rentrée ? D'un seul coup, je me lève, il était 10h. Qu'est-ce qui m'a pris ? De me recoucher. Pourquoi je me suis recouchée ? Vanessa. Ma femme vient me dire, mais où est-ce qu'elle est, Vanessa ? J'ai fait, elle est dans les chambres, elle est avec toi. Mais j'ai dit non, Vanessa, elle est partie à 7h30. Vanessa est partie à 7h30 faire un tour. Où elle est ? Annick s'inquiète et on la comprend. D'autant qu'un détail va l'affoler davantage. En fouillant la maison, elle découvre le téléphone de sa fille resté sur la table de nuit.
Je me dis qu'elle partait jamais sans son téléphone. Je me suis dit, mon Dieu, mais comment qu'elle va faire pour m'appeler? Aussitôt, je me suis dit, mais comment je vais faire, moi, pour savoir où elle est? Pire encore, lorsque la jeune femme a quitté la maison au petit matin, elle est partie sans argent ni papier d'identité. Elle a même laissé son sac à main derrière elle. Ma fille partir sans rien, mais c'est pas possible. Elle était toujours chargée. Tout le monde en rigolait d'ailleurs. Tout le monde disait, regarde, c'est Vanessa qui arrive. Là, mais regarde, elle est encore chargée, c'est pas possible. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour sa meilleure amie Linda, cette attitude ne colle pas avec le caractère méthodique de Vanessa Mellet. Vanessa est tellement dans le détail. Attends, est-ce que j'ai mon portable? Avant de sortir, elle prend son manteau, elle réfléchit, elle prend son temps. Elle prévoit en fait. Enfin, pour qu'elle sorte comme ça, sans son sac, sans son portable, sans... C'est que vraiment, pour quelques secondes, puis après elle rentre et puis c'est tout. Les minutes défilent et Vanessa reste introuvable. Michel, son beau-père, se lance alors à sa recherche. Je prends ma voiture, je sors et je dis bon, je vais aller voir si elle est partie marcher ou quoi que ce soit. Alors je demande à un restaurateur qui sortait ses tables, il dit s'il n'avait pas vu une jeune fille. Il me dit non, il me dit par contre il y a un car de police qui part à ce moment-là. Donc je les klaxonne et puis je les rattrape à Langrune-sur-Mer. Ils m'ont cru tout de suite quand j'aurais dit ma belle-fille elle a disparu. Ils ont été très réactifs. Intrigués par les circonstances de cette disparition, les gendarmes déclenchent des recherches le jour même. Dès le départ, ils sont très impliqués dans les recherches. Ils vont même faire venir un chien, un malinois. Ma femme lui donne un vêtement à Vanessa, qui n'avait pas été touché. Le chien, il part en direction de la mer, et puis sur la digue, il a fait 200-300 mètres là. Plus de traces, plus rien. Les chiens s'arrêtent, plus rien. Comme si elle s'était évaporée. Le soir arrive, je me dis mon Dieu, mais où elle est? C'est pas possible ça. La première nuit, on dort pratiquement pas, on n'attend qu'une chose, c'est qu'elle revienne. J'ai passé toute la nuit fixé le portillon pour voir ces baskets blanches. J'ai dit je vais les voir ces baskets blanches. Elle va venir. Personne. Vanessa aurait-elle pu partir sur un coup de tête? Et surtout, sans rien dire à sa mère. Elle n'aurait pas quitté sa maman comme ça. Elle aurait fait trop de mal à sa maman. Il y avait la petite zézette. 3 zézettes. Non. Elle est toujours au cou de sa maman. Toujours. Ah, j'étais fusionnel, hein, toutes les deux. Deux copines. Vraiment deux copines. Ah, ma petite princesse. Partout où on allait avec Vanessa, sa mère était au courant. C'était pas une journée ou une minute ou une heure, sa maman était pas au courant, on était. 1500, d'accord. Mais ça fait encore cher le diamant. Les coups de fil, c'était 5-6 fois par jour. C'est pas moi qui appelais, c'est elle qui m'appelait. Moi, je voulais au contraire un petit peu... Mais non, maman ci, maman ça. Et puis, on se faisait des petits restaurants, on se faisait plein de petites choses comme ça, des boutiques. Et on riait. Les vacances se terminent. Ce fut très triste. Au fil des jours, les gendarmes élargissent le périmètre des recherches et le mystère de la disparition de Vanessa s'épaissit. Il y a un hélicoptère qui a survolé la côte à plusieurs reprises. Il y a eu des battues un peu partout. Parce qu'il y a eu du travail de fait, hein. Énorme travail de la gendarmerie, hein. Ils ont fait porte-à-porte, ils ont fait toute la côte. Il y a eu aussi des plongeurs dans des marais, là, ils ont fait des recherches en bateau. Même là-bas aussi, chez Vanessa, à Hérouville. Au domicile de Vanessa, ils ont envoyé des gendarmes à moto, parce qu'elle habite le long du canal là-bas, pour voir s'ils ne la voyaient pas, s'ils ne trouvaient pas un corps. Et ce qui vraiment étonnait les enquêteurs, c'est qu'il n'y avait aucune trace, rien du tout. Alors les enquêteurs vont mobiliser les médias.
puis la gendarmerie du Calvados recherche toujours une jeune femme de 37 ans disparue mardi dernier à Langrune-sur-Mer. Elle s'appelle Vanessa Mélé, elle mesure 1 mètre... Seulement cet appel à témoins ne permet pas de faire avancer les recherches. Sans preuves matérielles, sans témoins, les enquêteurs se raccrochent alors à la dernière trace de vie de Vanessa. Le fait que les chiens s'arrêtent face à la mer, près d'un ponton, ça peut laisser penser que Vanessa ait pu se suicider et peut-être se jeter dans la mer. Mais alors, Vanessa avait-elle des raisons de se donner la mort ? À première vue, cela ne colle pas avec la personnalité de la jeune femme. Vanessa, c'est une jeune femme qui a 37 ans en 2016, qui travaille dans une agence bancaire à Hérouville, tout près de Caen. Vanessa elle était célibataire à ce moment-là. Elle vivait dans son pavillon qu'elle avait acheté en bordure du canal, dans un petit lotissement vraiment tranquille à Hérouville. Donc elle a fait l'acquisition de sa petite maison avec son terrain, puis elle était tranquille. Enfin, du cheval. Ah, tiens, bah, il y est déjà. Ah, bah, ça y est. On a travaillé 2 ans ensemble. Je l'adorais, on s'est apprécié très très vite et on s'est côtoyés en dehors du travail. Calvaire Saint-Pierre. Parce que déjà... Ma Vanessa, toujours magnifique, toujours très coquette. Merci Vanessa, hein. Allez, Camilla, debout. Allez. Elle était persévérante. Elle va jusqu'au bout pour l'achat de son appartement. Bon, c'est pas évident quand on est une jeune fille toute seule. J'y suis dedans. Ah oui, dans la salle de bain. C'est la salle de bain qui est en face, qui est... Elle fait visiter les visites. Puis il n'y avait rien à faire. Et elle savait ce qu'elle voulait. Jusqu'à la fin, on en a fait une 50aine. Et quand elle a décidé, boum, c'est fait. Je prends ça. Vanessa est donc une jeune femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Pourtant, en 2016, un événement inattendu va briser les ambitions de Vanessa. C'était au mois d'octobre, début d'octobre. Je me souviens, un matin, elle m'appelle, elle me dit « J'ai du mal à marcher, tu peux m'emmener chez le médecin ?» Sa souffrance, c'est qu'elle avait du mal à marcher. Ça montait en puissance. Je me rendais compte, je me dis, mais c'est pas possible. Elle était défigurée par la souffrance. Les douleurs de Vanessa prennent des proportions considérables. Si bien que la jeune femme doit revenir vivre auprès de sa mère et de son beau-père. Elle souffrait dans les jambes. Elle avait l'impression que son bassin bougeait, descendait, tout ça. Ça l'a brûlée. Elle en tremblait tellement elle souffrait. Même conduire, elle avait du mal. Elle gesticulait comme ça dans la voiture sans arrêt. Elle est même rendue à marcher à un moment donné avec une canne. Pourtant à 37 ans, bon. Vanessa consulte de nombreux spécialistes. Elle est même hospitalisée quelques jours au CHU de Caen. Ce fameux professeur lui a dit « Mademoiselle Mélé, il y a un psychiatre qu'il faut que vous alliez voir. » Les médecins ne détectent rien d'anormal et vont même jusqu'à mettre en doute les souffrances de la jeune femme. Donc Vanessa, en sortant, ma fille, elle me fait « Maman, je suis pas folle, maman. Je sais où j'ai mal, maman. Je suis pas folle, maman. » Ces symptômes pourraient être d'origine psychique. Pourtant, les douleurs sont bien là et le diagnostic n'est toujours pas posé. Personne n'a mis un mot sur sa douleur. Ce qu'elle voulait, c'est qu'on mette un mot. Et la plupart des gens diront, psychologiquement, c'est intenable. Elle voulait savoir, mais elle n'avait plus confiance. L'hôpital, c'était fini. À partir de ce moment-là, tous les 2 jours, on allait voir les ostéopathes, chiropracteurs, tous ces gens-là. On essaye tout quand on est malade. On essaye tout pour ne plus avoir mal. On essaye tout pour guérir. Seulement les douleurs s'aggravent. Et peu à peu, Vanessa se renferme sur elle-même. Sa maladie devient une obsession. Et la jeune femme s'isole. Elle est obligée de s'arrêter de travailler.
en tout cas de se mettre en arrêt de travail, en indisponibilité. Ça l'a un peu renfermée sur elle-même là-dessus. Après, elle avait plus trop confiance. C'était une spirale. Donc elle était dans le médical. Sur Internet, elle s'était renfermée là-dessus. À partir du 26 novembre, il n'y avait plus aucun contact avec amis, collègues. C'était fini. Pour les enquêteurs, cela ne fait aucun doute. Le désespoir de Vanessa l'aurait poussée à se donner la mort. Mais ce scénario, l'entourage de la jeune femme n'y croit pas une seule seconde. Se suicider, là, j'y crois pas un seul instant. Vanessa, non. Le suicide, non. C'est pas elle, ça. Non, Vanessa, elle n'a jamais été comme ça, elle, justement. Puis c'est une battante en plus, alors bon. Au moment de sa disparition, elle envisageait de reprendre le travail au mois de janvier. Elle avait le projet également de partir en février avec une de ses amies en Thaïlande. C'était une jeune femme qui, au moment de sa disparition, était dans la douleur physique, mais qui allait bien et qui avait des projets. Vanessa était donc prête à reprendre le cours de sa vie. Et pour les proches de la jeune femme, des éléments plus tangibles permettent d'écarter la thèse du suicide. J'ai entendu parler pas mal de suicides. Des gens qui se noyaient. Nous sommes une région où on habite près de la côte. C'était marée basse ce jour-là. À marée basse, à Langrune, la marée est assez loin quand même. Donc ça veut dire qu'il faut marcher sur la plage. C'est assez improbable. Vanessa avait du mal à marcher. Ça faisait 3 semaines, 1 mois qu'elle était chez ses parents, avec des douleurs intenses. On ne l'imagine pas en train de marcher des centaines de mètres pour aller se jeter dans les eaux glaciales. Et puis d'ailleurs, le chien aurait amorcé le chemin dans le sable, en tout cas sur la plage. Or là, c'est pas le cas. Le chien, il s'arrête vraiment sur la cale. Donc je pense que non, ça colle pas. Et un dernier argument, plus scientifique cette fois, tente à prouver que Vanessa ne se serait pas donné la mort. Dans 90% des cas, la mère redonne le corps. Il aura voyagé peut-être, il ne sera pas au même endroit. Il y a quand même pas mal de gens qui se promènent sur la mer. Ça nous arrive de découvrir des choses. Là, on n'a rien, on trouve rien. Sans corps, aucun élément ne permet aux enquêteurs de refermer la piste du suicide. Cependant, une autre hypothèse apparaît, bien plus inquiétante. Souvenez-vous, le chien policier perd la trace de Vanessa sur la digue, en face de la mer. Ce qui était privilégié assez rapidement, c'est quand même effectivement l'intervention d'un tiers. Est-elle montée dans une voiture? C'est fort probable. Quand un chien perd la piste de quelqu'un sur le sol, c'est qu'on monte dans un véhicule. Bon, bien sûr, il y a la piste qu'elle parte, et puis quelqu'un qui l'est... La mauvaise personne qui soit là à ce moment-là. La mauvaise rencontre, je me dis, mais c'est pas possible. Pour 1 milliard de chances pour que ça arrive ce jour-là. Le jour où elle a envie de sortir, qu'elle est pas bien en plus. Langrune-sur-Mer, c'est une petite station balnéaire de la côte de Nacre. L'été, c'est très fréquenté, il y a beaucoup de vacanciers, beaucoup de touristes. Au mois de décembre, il y a beaucoup moins de monde. C'est une petite commune très calme, résidentielle. À 7h30, il y a des gens qui vont acheter leur pain, il y a des gens qui partent au travail. La mauvaise rencontre, c'est assez improbable. D'après ses proches, ce n'est pas dans le tempérament de Vanessa de monter en voiture avec un inconnu. Alors, Vanessa Mellet connaissait peut-être son agresseur? Possible. 2 mois après sa disparition, l'enquête est requalifiée en enlèvement et séquestration. Elle s'est faite piéger. Ma fille, elle est tombée dans un piège. Elle ne l'a pas vu arriver. La seule explication que je peux trouver, c'est effectivement qu'elle devait aller voir quelqu'un avec qui peut-être elle avait rendez-vous. Alors, les enquêteurs n'ont pas trouvé trace, que ce soit dans son ordinateur, dans son téléphone, d'un rendez-vous qui ait pu être noté. Aucun rendez-vous récent.
Mais les enquêteurs font une découverte surprenante qui va ouvrir la porte à une autre hypothèse. Quelques années avant de disparaître, Vanessa avait déposé une main courante à l'encontre de son ancien compagnon avec qui elle vivait et que l'on voit ici danser sur ces images. Quand elle m'a raconté que son ex-copain était très agressif et qu'il était venu sur le lieu de travail, donc du coup il y avait des témoins, des collègues qui ont été témoins. C'est sa chef qui a vu de la fenêtre. Il a levé la main sur Vanessa. Donc à partir de ce moment-là, sa chef, elle a fait une main courante. Et les collègues ont témoigné auprès de notre employeur en disant il est urgent que Vanessa parte d'Île-de-France parce que il faut qu'elle s'éloigne de lui. Alors lorsque Vanessa disparaît, les enquêteurs vont s'intéresser de plus près à sa relation avec cet ex-compagnon violent. Ils sont connus dans une soirée, donc il y avait une amie et puis qui connaissait, voilà, et puis ils se sont rencontrés tout comme ça, tout bêtement. C'est quelqu'un qui est grande gueule, si on veut. Il aime bien se faire voir. Et t'as mangé ou pas? Non, bah j'attends comme ça. Attends, il s'occupe. Mais va chercher la viande dans la salle, toi. Il commençait à gagner de l'argent, ça y est, c'était moi que voilà, et puis bon. Il avait l'air de la serrer un peu, quoi. Hein. De l'enfermer, ça, elle aimait pas ça, elle, par contre. Il a baissé Vanessa, c'en est même incroyable que ma fille, dès qu'il était là, je la reconnaissais pas. Elle parlait plus. C'est lui qui parlait. Il aime bien, un monsieur qui aime bien se faire voir, téléphone. Non, c'était pas possible. Ils n'étaient pas faits pour vivre ensemble, ces deux-là. Du tout. Du tout. Mais Vanessa, elle était amoureuse, hein. Voilà. C'est finalement l'agression sur son lieu de travail qui va décider Vanessa à quitter son compagnon. Quand on en vient aux mains, après, bon, c'est pas, hein, sur un coup de colère, ça peut vite dégénérer. Hein. Ça aurait pu mal se terminer, tout à fait, ça aurait pu mal se terminer. Heureusement pour Vanessa, elle va obtenir un nouveau poste non loin de chez sa mère et de son beau-père, en banlieue de Caen. On était contents d'ailleurs qu'elle soit revenue, hein, parce qu'on savait que si elle restait avec lui, elle allait jamais être tranquille. Tout semble revenu à la normale. Mais vous allez le voir, son ex-compagnon n'est pas tout à fait passé à autre chose. Aurait-il voulu recoller les morceaux ? Ah, il est venu sur Caen, qui lui disait t'as été là, t'es habillée comme ça. Il l'appelait tout le temps. Oh, j'étais avec Vanessa, on faisait des courses, t'es où tout le temps. Ça a été assez dur, hein, pendant quelques années. Il y avait beaucoup de menaces, des choses comme ça. Il voulait venir à la maison, il était en colère, tout ça. J'ai dit, on va l'attendre, le garçon. Parce que c'est pas lui qui va faire le chef. Et je suis bien contente d'avoir toujours été à côté de ma fille, parce qu'il aurait peut-être bien voulu éloigner la maman. Malgré leur rupture, Vanessa entretenait-elle encore une relation secrète avec cet ex-compagnon? Elle se confiait pas beaucoup sur sa vie amoureuse. C'était une introvertie. Elle se dévoilait pas. Hein. Elle avait ses jardins secrets. Même si la famille l'ignore, cet ex-compagnon aurait peut-être pu donner rendez-vous à Vanessa. Les enquêteurs vont donc chercher à savoir où il se trouvait le matin du 6 décembre 2016. Après avoir épluché ses relevés téléphoniques le jour de la disparition de Vanessa, les enquêteurs l'ont rapidement mis hors de cause parce que son téléphone ce jour-là a borné en région parisienne. Tout porte à croire que la piste de l'ex-compagnon s'arrête là. Et les soupçons de la famille se portent désormais sur un autre homme, au profil des plus intrigants. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Vanessa Mellet. Dans la seconde partie, vous allez découvrir que l'enquête va s'orienter vers la piste d'un enlèvement.
Sur la piste des tueurs en série, le podcast. Sur une feuille, 35 cases vides précédées de cette phrase terrible. La liste des victimes est la suivante. Fidèle à sa perversité, le vieil homme ne donne pas de nom. Michel Fourniret est un tueur absolu. Il a forcément tué toute sa vie. Donc, bien sûr qu'il existe d'autres victimes. Sur la piste des tueurs en série, c'est l'un des 200 podcasts à écouter sur l'application RTL. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de ce podcast consacré à l'affaire Vanessa Mellet, vous allez découvrir que l'enquête va s'orienter vers la piste d'un enlèvement. Avec moi, vous entendrez les voix d'Annick et Michel Daigle, la mère et le beau-père de Vanessa, celle de son frère Michael, celle de ses amis et de tous les journalistes qui ont travaillé sur cette affaire. Bonne écoute. En effet, le dimanche 4 décembre, 2 jours avant de disparaître, Vanessa a eu affaire à un homme dont l'attitude a retenu l'attention de la famille. La jeune femme a consulté un thérapeute alors qu'elle se sentait au plus mal. Elle souffrait tellement. Je dis bon, allez, il faut que je trouve quelque chose, je peux pas la laisser comme ça. Et donc j'ai trouvé quelqu'un, un psychothérapeute, hypnotiseur. Bon, il a 7 avis favorables. Et il me dit, bon, bah écoutez, venez à 17h, à mon cabinet. Elle a pris rendez-vous avec ce praticien hypnotiseur. Un dimanche après-midi. Ça paraît bizarre. Vanessa, je l'emmène, et je vois un véhicule arriver, mais alors de la bouche jusqu'en haut, comme ça. Il y avait des couvertures en vrac dans son... Mais vraiment, j'en étais malade quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, je le sens pas. Malgré les réticences de la maman, Vanessa va quand même rentrer dans ce cabinet. Et la consultation va s'éterniser. Ma mère voulait rentrer, ça c'était hors de question. Et bon, ils se sont parlé pendant 2 heures. C'est long, 2 heures. Hein. Je sais pas ce qu'il lui a dit, je sais pas ce qu'il a fait. Et effectivement, lorsque Vanessa ressort de ce rendez-vous, elle est changée. Pas moi qui le dis, c'est sa mère. Elle est changée et puis elle parle pas. Au moment de partir, Vanessa, elle était fatiguée. Elle a pu dire rien. Vanessa, pas un mot. Elle n'a pas dit qu'est-ce qui s'était passé. Rien. Ce comportement ne va pas la quitter jusqu'à sa disparition. Mais vous allez le voir, il y a plus étrange encore. Le lendemain, le lundi 5 décembre, Vanessa, accompagnée de sa mère, se rend à un autre rendez-vous médical. Cette fois, chez son kinésithérapeute. Seulement, au moment de sortir, Annick, stupéfaite, reconnaît le véhicule de l'hypnotiseur consulté la veille. Je vois le véhicule, plein de boue. Mais alors là, je lui dis, mais c'est pas possible, c'est le même qu'hier qui est là. Je dis, c'est pas possible. Et comme ça, mais j'étais quoi, à 20 à l'heure? Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? Lorsque les 2 femmes ressortent du cabinet du kiné, clairement, Annick dira avoir vu le psychothérapeute venir de la direction du cabinet du kiné. Donc, qu'est-ce qu'il faisait là, à la même heure? Il y a plus troublant encore. Vanessa, qui assiste à toute la scène, ne réagit pas. Quand je le regardais, elle avait la tête baissée. Même quand on a dit son nom. Vanessa, elle était toujours comme ça à côté de moi. Elle était à côté de moi dans la voiture. Elle a rien dit, rien. Elle n'a pas bougé la tête, rien du tout. Que fait cet homme ici? Et surtout, pourquoi Vanessa n'a pas réagi? Annick pense tenir une piste sérieuse. Et elle fait part de ses soupçons aux enquêteurs. La mère le voit, et lorsqu'il est entendu par les gendarmes, il dira qu'il n'y était pas. Que la mère a rêvé. Il dit qu'il n'y était pas. Qu'il n'était pas là. L'enquêtrice a préféré les dires de cet homme-là, qu'on est 2 à l'avoir vu, et que pour elle...
Apparemment, Annick se serait trompée. Pour les enquêteurs, aucune preuve ne permet pour l'instant de relier cet homme-là à la disparition de Vanessa. Les enquêteurs, au départ, ils avaient rarement connu un cas avec aussi peu d'indices, aussi peu de choses auxquelles se raccrocher. Là, il y avait rien de rien, quoi. Comme si elle s'était volatilisée à 150 mètres de chez elle, quoi. Une à une, les pistes se referment. Et l'entourage de Vanessa commence à perdre espoir d'obtenir un jour des réponses. Je vais pas me mettre dans la tête ou m'imaginer, mais ma fille, elle est peut-être morte. Ben alors là, qu'est-ce que je fais là? Et ben là, je suis détruite, parce que là, c'est même plus la peine de vivre. On peut pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. C'est pas parce qu'on trouve rien. On peut gratter encore, il y a toujours à gratter. On peut trouver quelque chose. Pour ne pas sombrer dans le désespoir, l'entourage de Vanessa décide de reprendre l'enquête, depuis le début. Annick et Michel, ils se sont démenés, ils ont remué ciel et terre pour essayer de faire avancer les choses. Ce que je voulais, moi, c'est qu'ils soient toujours sur l'affaire, qu'ils ferment pas le dossier. Et moi, de toute façon, je ferai tout. J'irai jusqu'au bout. Je sais pas jusqu'où que ça va aller. Mais là, je veux que ça bouge. Ben moi aussi, je fais mon enquête, bien sûr. C'est pour ma fille, c'est pour la retrouver. Je fais tout pour pas qu'elle sache que je l'oublie pas, qu'elle est quelque part. Déterminé, le couple va remuer ciel et terre pour retrouver Vanessa. Si ça peut aboutir à quelque chose, je le ferai tout le temps. Les affiches de Vanessa, ça a été un gros travail. Hein. Elle en a fait, je ne sais pas combien de centaines elle a pu faire. Hein. C'est énorme. Hein. Il y en avait partout, dans toute la région. J'en ai fait pas loin de 5000. Pendant des mois, de jour comme de nuit, l'entourage de Vanessa sillonne la région. Et ils font tout leur possible pour tenter de percer le mystère de cette disparition inquiétante. Moi, je sais que je suis rentrée dans des jardins, à Luc-sur-Mer, plus loin, tout ça. On arrêtait les voitures et puis je rentrais dans les jardins, je regardais si elles pouvaient être cachées là ou... C'est fou. C'est fou, je la voyais partout en plus. Je la voyais partout. Je suis rentré dans un squat. Les squatteurs ont été très surpris de me voir. Mais j'avais la photo de Vanessa dans les mains. Ils avaient compris. Je vous remets la fiche de ma fille qui a disparu pour le... Je suis au courant pour la marche. Voilà, pour la marche. On a organisé une marche blanche. On a essayé d'ameuter tous nos amis pour qu'ils participent à cette marche blanche. Mais les efforts d'Annick et Michel n'aboutissent pas jusqu'à ce qu'un coup de théâtre vienne bouleverser l'enquête. Janvier 2019, contre toute attente, la maman de Vanessa Mélé est convoquée par le juge pour une raison surprenante. Les premiers suspects, ce sont les parents. Et là, on les a bien travaillés. Surtout sa maman. Elle est restée 4 heures et puis il l'a vraiment secouée. Hein. Ah ben le juge lui disait mais avouez madame, avouez c'est que c'est vous qui avez tué votre fille parce que elle souffrait trop, vous l'avez libérée quoi que ce soit. Avouez madame, avouez que vous avez donné des somnifères. Mais non mais là vous avez aidé votre fille. Je pleurais, j'en tremblais parce que je dis c'est pas possible. Ma fille, j'aurais supprimé ma fille, mais me dire ça au bout de 2 ans. Alors qu'elle se démène, elle, à faire ses enquêtes justement pour que ça avance, pour aider la justice. Elle était anéantie. Là, c'était insoutenable pour elle, bien sûr. Moi, j'ai bien cru que j'allais en prison, c'est bien simple. Je me suis dit, ça y est, je vais y aller, là. Que les gendarmes s'intéressent aux parents, on ne peut pas leur reprocher. Ça, c'est logique. Mais en général, on le fait au début. Car on ne le fait pas 2 ans après. Mais Annick et Michel ne sont pas au bout de leur surprise. Les enquêteurs vont suivre la piste coûte que coûte. Ils ont été traqués, leur voiture a été traquée, ils ont été sur écoute.
Ils sont venus faire des perquisitions au domicile. Il y avait les chiens, il y avait tout ça. Ils sont venus, mais alors là, mais je me suis dit, mon Dieu. Mais je voyais la pelleteuse arriver aussi. Je me suis dit, ils vont creuser partout. Mais ça y est. Ils ont passé des appareils pour voir si des fois ils répanderaient le corps dans le jardin, vous voyez, s'ils retrouvaient des ossements, des choses comme ça. Annick et Michel ne s'attendaient pas à être mis en cause par les enquêteurs. Pour le couple, il s'agit d'une trahison. L'enquêtrice, pour moi, c'est la justice, c'est la police, elle va m'aider. On va retrouver Vanessa. Et ce qu'elle m'a fait, elle m'a trahi. La directrice d'enquête venait tous les 15 jours au domicile des parents, elle prenait le thé. Il y avait une espèce d'intimité qui s'était créée entre les enquêteurs et la famille de la disparue. Le juge s'est peut-être rendu compte qu'on n'avait rien à voir là-dedans, et puis c'est tout. On a perdu du temps, peut-être, à ce moment-là, à rester figé sur les parents. Est-ce qu'on n'a pas perdu des indices, quelque chose? Le temps de laisser des gens se retourner. Page après page, la famille reprend tout le dossier, à la recherche d'un nouvel indice. Un travail de titan. Ils exploitent tout. Tout ce qu'ils peuvent exploiter, ils l'exploitent. Ils ont relu des auditions, des écoutes téléphoniques. Ils arrivent à trouver des trucs. Mais c'est dingue. Au moins 3500 pages, je crois, qu'elle a faites elle-même. Hein. Oui, oui. Même les gendarmes sont surpris. Oui. Ah, ils ont dit qu'elle aurait pu faire une très belle enquêtrice, bien sûr. Oui. Et c'est en fouillant que le couple constate qu'une piste a été négligée par les enquêteurs. Celle de l'hypnotiseur. Souvenez-vous. Dans sa déposition face aux gendarmes, l'homme affirmait ne pas se trouver près du cabinet du kinésithérapeute, le lundi, la veille de la disparition de Vanessa. Or, Annick est formelle. À partir du moment où il ne veut pas dire qu'il était là, alors que moi je l'ai vu, c'est qu'il y a quelque chose à se reprocher. Et le couple a de quoi étayer ses soupçons. Il découvre que quelques heures seulement avant cette entrevue, le lundi chez son kiné, Vanessa était en contact avec l'hypnotiseur. Avant le rendez-vous chez le kiné, ils se sont téléphonés à 4 reprises. En tout, 14 minutes 58 secondes de dialogue entre eux. Ils se connaissent pas, ils se connaissent depuis la veille où ils ont passé 2 heures ensemble dans une consultation. On ne sait pas du tout ce qui s'est dit pendant ces appels qui ont duré une quinzaine de minutes en tout. En un quart d'heure, on parle pas mal. C'est pas juste pour prendre un rendez-vous. Lui, il dit pour reprendre rendez-vous. Ok, il dit ce qu'il veut. Ce rendez-vous n'a été marqué nulle part, ni sur l'agenda du psychothérapeute, on n'en trouve pas la trace. Et Vanessa n'a pas confié ni à sa mère ni à son beau-père l'existence de ce rendez-vous. Michel et Annick se sont forgés une conviction. C'est lors de ces 4 échanges téléphoniques que le thérapeute aurait appris que Vanessa devait se rendre ce lundi après-midi chez son kinésithérapeute. Il savait que Vanessa venait là et il pensait qu'il allait peut-être la trouver toute seule ou quoi que ce soit. Et puis quand il a vu qu'elle était avec sa mère, il est reparti. Si Vanessa avait pris sa voiture toute seule, eh ben, il aurait peut-être été lui parler. Seulement voilà, il est impossible pour les enquêteurs de prouver la présence de l'hypnotiseur sur place. Car son téléphone n'a borné nulle part à l'heure de cette hypothétique rencontre. L'hypnotiseur a coupé son téléphone. On se rend compte que son téléphone est éteint entre 15h41 et 17h46. On ne sait pas vraiment où il était à ce moment-là finalement. Et ce n'est pas tout. Le mardi matin, au moment même de la disparition de Vanessa, le téléphone de l'hypnotiseur est encore une fois éteint. Il est coupé la veille à 22h et quelques et il est rallumé vers 9h, pas loin de 10h. Et ce qui veut dire qu'au moment de la disparition de Vanessa, là encore,
le téléphone ne peut pas être utile à l'enquête. On ne sait pas où se trouvait l'hypnotiseur pendant le rendez-vous chez le kiné, pas plus qu'on ne sait où se trouvait l'hypnotiseur au moment de la disparition de Vanessa. Hasard ou coïncidence? Par 2 fois, en moins de 24 heures, le téléphone de l'hypnotiseur est coupé, y compris au moment où Vanessa disparaît. Voilà qui a de quoi surprendre. Et c'est un ultime détail qui va conforter les parents de Vanessa dans leurs soupçons. Le jour de la disparition de la jeune femme, sa famille la cherche partout. Et Annick a une idée. Elle veut appeler l'hypnotiseur. Je me suis dit, mais le seul qui aurait pu lui dire d'aller marcher, c'est cet homme-là qu'on avait vu le dimanche. Donc ma réaction, ça a été, il faut que je l'appelle. Et il me dit qu'elle avait repris rendez-vous pour le mercredi. Elle disparaît le mardi. Elle avait repris rendez-vous pour le mercredi à midi. Et précisément, le mercredi, lendemain de la disparition, le téléphone sonne au domicile du couple. Et Annick s'interroge sur l'heure de cet appel. Il m'avait dit qu'elle avait repris rendez-vous à midi. Mais là, ce que je vois, c'est qu'il appelle à 12h02. Et aussitôt qu'elle avait 2 minutes de retard, il appelle tout de suite pour dire qu'elle n'est pas au rendez-vous. Il attend même pas 5 minutes. Il devait avoir en main pour dire 12h02, il faut que je l'appelle. Hein. Le plus étonnant, pourquoi il a appelé sur mon fixe? Pourquoi il n'a pas appelé sur le portable de Vanessa, puisqu'il l'avait rappelé la veille? Il a bien réussi à rentrer en contact le lundi avec elle à 4 reprises. Donc il a son téléphone, il a son téléphone portable, il a tout. Et il appelle pas Vanessa, il appelle la maman. C'est bizarre, ouais, pourquoi qu'il rappelle sur le téléphone fixe de ma maman, ouais. Ça, voilà, c'est des points d'interrogation, tout ça, ouais. Ça, c'est ce qu'on ressort, nous, de notre enquête. Hein. On a posé les questions au juge, à notre avocat, les gendarmes, on leur a parlé, personne ne nous répond. Et c'est là un silence assourdissant. Selon Annick et Michel, cela fait tout de même beaucoup d'éléments à charge contre l'hypnotiseur et qui n'auraient pas été pris en considération par les enquêteurs. Ils auraient pu faire des recherches ADN sur son véhicule directement. On ne sait même pas s'il a toujours le véhicule. Hein. Il peut être à la casse ou quoi que ce soit maintenant. Hein. Apparemment, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été approfondies là-dessus. Oui. Malgré les soupçons de la famille, rien, selon les enquêteurs, ne permet de relier de près ou de loin l'hypnotiseur à la disparition de Vanessa. Pour l'instant, c'est une personne qui, à ma connaissance, a été entendue 3 fois par les enquêteurs, qui a jusqu'à présent été mise hors de cause. L'enquête reste ouverte, bien qu'aucun élément nouveau n'ait permis de faire la lumière sur la disparition de Vanessa Mellet. Toujours aucune trace, bien sûr. On n'en sait pas plus. C'est toujours un grand mystère. Ça fait 6 ans. Donc, toutes les investigations qui ont été menées sont un échec. Je pense qu'il y a eu des loupés. Ils ont déployé beaucoup de choses pour la recherche. Mais on ne doit pas s'arrêter comme ça, on doit continuer. Il faut donner une réponse à cette énigme. On ne peut pas laisser des gens comme ça seuls. S'il m'écoute, le juge, mon seul souhait, c'est qu'on recommence tout avec ce dossier-là, qu'on connaisse la vérité. Il faut qu'on nous donne des réponses à toutes nos questions. Mon seul espoir, c'est celui-ci. C'est la demande de transfert de dossier vers la brigade criminelle de Caen, de police. Tout ce que je fais, tout, c'est pour elle. C'est pour la retrouver. En me disant, peut-être qu'elle est quelque part, qu'elle ne peut pas me téléphoner. Désolée pour moi, mais j'ai pas osé prendre. C'est pour ça que je ne veux pas sortir de la maison.
Jamais. Même les vacances, je ne veux pas partir en vacances, même 5 ans après, parce que je me dis, il faut que je sois là quand elle va revenir. À Noël, son assiette est toujours mise. Il y a toujours eu des petits gâteaux, une couverture, parce qu'elle a toujours l'espoir que sa fille revienne. Et j'espère qu'elle reviendra, Vanessa. Annick, évidemment, avec le recul, elle s'est dit, mais j'aurais jamais dû la laisser partir. J'aurais jamais dû la laisser, j'aurais dû la retenir là. Mais elle était décidée, elle était tellement... Puis ses yeux ronds qu'elle avait quand elle m'a fixée, mais les yeux comme ça, mais ronds. Je fais un tour, mais décidée comme ça. Je fais un tour avec sa petite voix. Et je reviens. Sa petite voix, et je reviens. T'en fais pas, maman. J'en reviens, je reviens. Elle n'est jamais revenue. Il n'y aura aucun répit tant qu'on ne saura pas, hein, bien sûr. Comment on peut faire un deuil en plus d'une personne qu'on n'a pas retrouvée? Non, c'est impossible. Pas faire un deuil d'un enfant qui est dans la nature, d'accord? Mais elle est quelque part. On ne peut pas continuer comme ça. Avec le travail qu'on a fait et qu'on lâchera jamais, on ne veut pas lâcher, parce que ma fille, si elle est quelque part, si elle est décédée, qu'on m'amène son corps. Tant qu'il n'y a rien de trouvé, il y a de l'espoir, ça c'est sûr. Tant qu'il n'y a pas de preuve, elle est toujours vivante. Hein. Et j'espère, je le souhaite vraiment, qu'elle soit bien, qu'elle soit en bonne santé, et que bon. Mais bon, on aimerait vraiment qu'elle nous donne un signe de vie, quoi. Surtout ma maman, en plus, elle, c'était toute sa vie, ça, hein, sa fille. Voilà. La famille de la jeune femme ne perd pas espoir. Elle est à la recherche de tout élément qui leur permettrait d'obtenir des nouvelles de Vanessa. Si des fois elle me voit à travers cette émission, hein, qu'elle nous fasse savoir, même si elle ne peut pas revenir ou quoi, qu'elle nous donne un petit signe. Voilà. La souffrance, la douleur dans laquelle on est plongé, c'est tout ce manque, tous ces petits trucs-là, tout que je raconte comme ça, mais qu'il n'y a plus. Voilà. Sa voix, tout ça, c'est... Si quelqu'un sait quelque chose, il ne faut pas hésiter. On se rend à la police, à la gendarmerie. Tant pis si on se trompe. Tant pis si on se trompe. Si ce matin-là, on a confondu Vanessa avec une autre jeune fille. Il faut que cette enquête s'arrête un jour, qu'on sache ce qui s'est passé. Peut-être que, il y a des gens qui savent. Il y a quelqu'un qui a vu quelque chose. C'est tout, il faut le dire. Il faut le dire. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode, consacré à l'affaire Vanessa Mellet. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL et RTL.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt. Sur la piste des tueurs en série, le podcast. Sur une feuille, 35 cases vides précédées de cette phrase terrible, la liste des victimes est la suivante. Fidèle à sa perversité, le vieil homme ne donne pas de nom. Michel Fourniret est un tueur absolu. Il a forcément tué toute sa vie. Donc, bien sûr qu'il existe d'autres victimes. Sur la piste des tueurs en série, c'est l'un des 200 podcasts à écouter sur l'application RTL. Par un matin de février, la ville de Saintes, en Charente-Maritime, s'éveillait dans un brouillard épais. Les façades grises semblaient flotter, les passants disparaissaient entre les nappes de brume. Il était un peu plus de 7h30 quand Vanessa Mellet quitta son appartement du boulevard Guillet-Maillet. Elle portait un manteau beige, un sac à main noir et un thermos de café qu'elle emporta toujours pour ses trajets vers le travail. Personne, ce jour-là, n'aurait imaginé que c'était la dernière fois qu'on la verrait vivante.
Vanessa avait 37 ans, travaillait comme secrétaire médicale dans un cabinet de radiologie et vivait seule depuis sa séparation d'avec Julien, son compagnon de longue date. Elle menait une vie simple, rythmée par son emploi, ses promenades avec son chien Oslo et les appels réguliers à sa sœur Élodie, qui habitait à Niort. Rien, absolument rien, ne laissait présager une disparition. À 8h30, elle n'était pas arrivée au cabinet. Son collègue Philippe tenta de la joindre, sans succès. Il pensa d'abord à une panne de voiture. Mais en milieu de matinée, l'inquiétude grandit. Vanessa ne répondait à aucun message. Son téléphone sonnait dans le vide. À midi, sa sœur Élodie, alertée, tenta à son tour. Toujours rien. À 17h, un signalement fut fait à la gendarmerie. Disparition inquiétante d'une femme de 37 ans, sans antécédents psychiatriques, connue pour sa ponctualité. Le soir même, la police entra dans l'appartement. Rien d'anormal. Les volets étaient fermés, le lit bien fait, le portable posé sur la table du salon, éteint, les clés manquaient. Sur le plan de travail, un reste de café dans une tasse, encore tiède selon le premier agent arrivé sur place. Cela signifiait qu'elle avait quitté son logement volontairement, mais pour aller où? Le lendemain, la ville bruissait de rumeurs. Certains parlaient d'un enlèvement, d'autres d'une fugue amoureuse. Mais ceux qui connaissaient Vanessa savaient, ce n'était pas son genre. Elle avait peur du noir, peur d'être seule dehors, confia plus tard une collègue. La police passa au crible son ordinateur, ses comptes bancaires, son historique téléphonique. Rien d'inhabituel, ni menace, ni dette, ni nouveaux contacts. Une vie ordinaire, presque trop ordinaire. Le capitaine Morel, chargé de l'enquête, déclara à la presse « Nous n'excluons aucune hypothèse ». Pourtant, au fond de lui, il pressentait que quelque chose clochait. Le troisième jour, une découverte bouleversa l'enquête. Sa voiture, une Clio grise, fut retrouvée sur un chemin forestier à 10 km de là, près de la zone de Saint-Porcher. Les portières verrouillées, aucun signe de lutte. Sur le siège passager, le sac à main de Vanessa, contenant portefeuille, papier, mais pas le téléphone. Le moteur était froid, la voiture semblait abandonnée depuis plusieurs jours. Une empreinte partielle fut retrouvée sur la portière, inutilisable. Quelqu'un a conduit cette voiture, affirma Morel à son équipe. Le mystère s'épaississait. Dans les heures suivantes, les gendarmes fouillèrent en la forêt. Des bénévoles se joignirent à la battue, épaulés par des chiens pisteurs. Mais aucune trace, ni vêtements, ni foulard, ni empreinte au sol. Rien, comme si Vanessa s'était évaporée. La nuit, les projecteurs des véhicules balayaient la forêt, éclairant les troncs humides. Le silence n'était interrompu que par le craquement des branches et les ordres brefs des policiers. « On dirait qu'elle s'est dissoute dans l'air », murmura un enquêteur. Le lendemain, un journaliste local publia un article « Disparition mystérieuse d'une femme sans histoire ». La photo de Vanessa, souriante, les yeux clairs, parut sur la première page. Le pays entier commença à suivre l'affaire. Les émissions de fêtes divers s'en emparèrent. « Une femme sans ennemi, un mystère total. Où est passée Vanessa ?» titrait Chronique criminelle. On y retraça sa dernière journée, minute par minute. Le témoin principal, un livreur qui affirma l'avoir vue à 7h45 près de la boulangerie du centre. Elle attendait à un passage piéton, seule, les mains dans les poches, déclara-t-il. C'était la dernière image connue d'elle. L'affaire prit alors une tournure plus sombre. En recoupant les données de téléphonie, les enquêteurs repérèrent un signal étrange. Le portable de Vanessa avait émis une dernière fois à 8h12, à plusieurs kilomètres de la ville, sur la route départementale menant vers Royanne. Puis plus rien. Coupé net. Qui avait éteint ce téléphone? Et pourquoi si loin de son trajet habituel? L'enquête fit émerger un nom. Celui de Julien, son ex-compagnon, avec qui elle entretenait encore des contacts tendus. Il fut entendu dès le 5e jour. Grand, la quarantaine, professeur de sport, il parut calme, presque trop. « Oui, on s'est vu la semaine dernière, » admit-il. Elle voulait qu'on parle de la garde du chien, mais tout s'est bien passé. Les gendarmes notèrent des incohérences. Julien prétendait ne pas être sorti de chez lui le matin de la disparition, mais les caméras d'un parking le montraient quittant son immeuble à 7h20. Où allait-il? Faire un jogging, répondit-il. Mais aucune trace de ce jogging n'apparut sur son application de sport, qu'il utilisait pourtant chaque jour. La suspicion monta. « On a besoin de fouiller son véhicule », déclara le capitaine Morel. Dans le coffre de la Peugeot 308 de Julien, ils trouvèrent des traces de terre humide, identiques à celles du sentier où la Clio de Vanessa avait été découverte.
Coïncidence ? Julien parla d'une randonnée récente. Il souriait nerveusement, mais ses mains tremblaient. Pendant ce temps, Élodie, la sœur de Vanessa, multipliait les appels. Elle fit diffuser un appel à témoins à la télévision. Sa voix brisée, son regard implorant marquèrent les esprits. « Si quelqu'un sait quelque chose, je vous en supplie. » Dans la ville, la peur s'installait. Les habitants se regardaient autrement, comme si chaque visage pouvait cacher un secret. La police, elle, continuait d'espérer un indice, un témoin, une erreur du destin. Mais plus les jours passaient, plus la disparition de Vanessa prenait des allures d'énigme sans clé. Un soir, alors que le capitaine Morel consultait les photos de la battue, il remarqua un détail. Sur l'une d'elles, à l'arrière-plan, une silhouette. Un homme en manteau sombre observant la scène à distance. Aucun bénévole ne portait ce type de vêtements. « Zoomez ici », ordonna-t-il à l'agent technique. Le visage restait flou, mais un détail frappa tout le monde. La casquette. Une casquette rouge, identique à celle que Julien portait sur ses réseaux sociaux. Morel sentit une décharge dans sa nuque. Était-ce lui? Si oui, que faisait-il là, au cœur de la forêt, le lendemain de la disparition? L'étau se resserrait. Le lendemain matin, l'équipe du capitaine Morel se réunit dans la petite salle de réunion de la gendarmerie de Saintes. L'air était lourd, saturé d'une tension presque palpable. Sur le mur, la carte de la région couverte de punaises rouges marquait les points de fouille, les lieux de repérage, les derniers appels téléphoniques de Vanessa. Morel, les yeux cernés, posa la photo agrandie de la silhouette dans la forêt. « Regardez bien, cette casquette rouge, vous la reconnaissez ?» demanda-t-il. L'adjudant Bérard hocha la tête. Julien en portait une semblable le jour de sa première audition. Le capitaine inspira profondément. « Alors, on va vérifier, fouiller ses réseaux, ses photos, ses habitudes. Je veux tout savoir sur cette casquette. » Pendant ce temps, Julien était convoqué de nouveau. Il arriva à la gendarmerie vêtu d'un blouson gris, le visage fermé, l'air fatigué. « C'est encore pour Vanessa ?» demanda-t-il d'un ton presque las. Morel le fixa longuement avant de répondre. « Oui. Vous étiez où mardi matin, entre 7h et 9h ?» Julien soupira. « Je vous l'ai déjà dit, je courais dans le parc. » Morel pencha la tête. « Vous courez toujours avec votre téléphone, non? Pour enregistrer vos trajets ?» Julien marqua une pause, hésita. « Pas cette fois-là. Je voulais courir léger. » Le capitaine le regarda sans ciller. « Et cette casquette rouge que vous portiez, on ne la voit plus sur vos photos récentes. Vous l'avez perdue ?» Un silence. Puis un rire nerveux. « Non, je l'ai prêtée à un ami. » Morel nota la réponse, puis ajouta calmement. « Quel ami ?» Julien fronça les sourcils, prit un ton agacé. « Mais pourquoi ces questions? Vous pensez que j'ai fait quelque chose à Vanessa ?» Son regard s'alluma soudain d'une colère contenue. « Vous êtes en train de me salir !» cria-t-il. Le capitaine resta impassible. « Non, monsieur Mellet, on cherche simplement à comprendre. » Julien se leva brusquement. « Je veux un avocat. » L'entretien s'interrompit. Mais Morel savait. Ce genre de réaction ne venait pas de la peur d'être accusé, mais d'un malaise profond. Le lendemain, sur ordre du procureur, une perquisition fut menée au domicile de Julien. Rien d'incriminant, à première vue. L'appartement était ordonné, trop ordonné. Dans un tiroir, les enquêteurs trouvèrent un vieux téléphone portable. Modèle éteint, sans carte SIM. En le rallumant, ils découvrirent des photos datées d'avant la séparation. Vanessa souriante, assise sur un banc, et Julien à côté, l'air amoureux. Mais un cliché attira l'attention. Pris de nuit, flou, représentant une voiture sur un chemin forestier. Le modèle correspondait à la Clio de Vanessa. « Il a pris cette photo quand ?» murmura Bérard. Les métadonnées indiquaient le 11 février à 22h34. Or, Vanessa avait disparu le 12 au matin. Alors il l'a suivi, ou il savait quelque chose avant que ça arrive, conclut Morel. Mais comment prouver un lien? Les techniciens analysèrent le cliché. Aucune trace GPS exploitable. Juste un halo de phare, des branches et une ombre sur le bas de l'image. Le capitaine, intrigué, fit agrandir cette ombre. Elle semblait humaine, une silhouette courbée, comme si quelqu'un se cachait derrière le véhicule. « Et si quelqu'un d'autre était impliqué ?» demanda l'adjudant. Morel hocha la tête. « C'est possible. Peut-être qu'il n'était pas seul. » Dans les jours suivants, les journalistes campaient devant la gendarmerie. Les médias nationaux parlaient d'un nouveau mystère de Saintes. Les voisins de Vanessa, harcelés de questions, se refermaient.
Certains disaient l'avoir vu parler avec un inconnu quelques jours avant sa disparition. Un homme barbu, d'une 40aine d'années, conduisant une camionnette blanche. Aucun signalement précis. Les caméras de la zone commerciale furent analysées, image par image. Rien. Jusqu'à ce que, dans un angle flou, un véhicule apparaisse. Une fourgonnette claire, garée à 2 pas du cabinet de radiologie, le matin de la disparition. Zoom sur la plaque, ordonna Morel. Illisible. Mais un détail frappa. Sur la vitre arrière, un autocollant décoloré, celui d'un garage local, garage de la Côte, Royan. Le lendemain, 2 gendarmes s'y rendirent. Le propriétaire, un homme trapu nommé Pascal, les accueillit nerveusement. « Oui, cette camionnette, c'est la mienne. Mais je l'ai vendue il y a 2 mois à un particulier. J'ai plus le contrat, il m'a payé en liquide. » « Son nom ?» demanda l'un des officiers. Pascal grimaça. Je crois qu'il s'appelait Darnel. Un type du coin, grand, cheveux ras, genre taiseux. En vérifiant dans la base, aucun Darnel ne correspondait dans la région. Faux nom, sans doute. Mais un garagiste voisin confirma avoir vu l'homme. Il venait souvent traîner ici. Il demandait des pièces pour une vieille Renault. Bizarre celui-là, toujours seul. L'hypothèse d'un inconnu prit forme. Morel réunit alors les 2 pistes. Julien, l'ex-compagnon nerveux, et cet homme mystérieux, lié à une camionnette blanche repérée près du lieu de travail de Vanessa. Et si les 2 se connaissaient, lança l'un des enquêteurs. Un silence parcourut la salle. Le capitaine regarda les photos sur le mur, puis laissa échapper. C'est possible. Si Julien voulait faire peur à Vanessa, il aurait pu demander de l'aide. La thèse du piège commençait à se dessiner. Pendant ce temps, Élodie, la sœur, ne dormait plus. Elle passait ses nuits à relire les messages que Vanessa lui avait envoyés les jours précédents. L'un d'eux, daté du 10 février, la troubla. « Je crois que quelqu'un m'observe depuis quelques jours, mais peut-être que je deviens parano. » Élodie apporta immédiatement cette preuve à la gendarmerie. Morel sentit son cœur s'accélérer. Ce message changeait tout. Elle sentait le danger, dit-il en serrant le papier dans sa main. L'analyse du téléphone confirma que le message avait bien été écrit par Vanessa, mais aucune trace d'appel d'urgence ou de signalement. Elle avait peur, mais elle n'a pas voulu déranger, conclut Morel. Cette phrase résonna longtemps dans sa tête. Le soir même, en rentrant chez lui, il feuilleta les notes de l'affaire. Quelque chose le hantait. Une phrase de Julien lors du premier interrogatoire. Elle m'avait dit qu'elle voulait tourner la page. Peut-être qu'elle en avait parlé à quelqu'un d'autre. Peut-être que cette disparition n'était pas qu'un drame intime, mais une vengeance. Le lendemain, la gendarmerie reçut un appel anonyme. Une voix masculine, rauque, couverte d'un bruit de moteur. « Si vous voulez retrouver Vanessa, cherchez du côté du vieux pont de la Charente. » Puis plus rien. Le numéro était masqué. L'équipe partit immédiatement sur les lieux. À l'aube, les gendarmes se tenaient sur le pont abandonné, entouré d'eau grise et de brouillard. En contrebas, la rivière coulait lentement. Un des chiens renifla, grogna, puis s'arrêta net. Là, dans la vase, un morceau de tissu beige à demi enfoui. C'était une manche de manteau, le manteau beige de Vanessa. L'analyse confirmerait plus tard qu'il portait des traces d'ADN correspondant à la victime, mais aussi, surprise, une deuxième empreinte génétique, masculine, inconnue. Morel ferma les yeux un instant. « Elle a lutté », murmura-t-il. Ce fut le premier indice matériel concret depuis sa disparition. Et à partir de ce moment, l'affaire Mellet changea de dimension. La nouvelle tomba comme une déflagration. Des traces d'ADN masculin sur le manteau beige de Vanessa. L'annonce fut faite discrètement à la presse, mais le lendemain, tout le monde en parlait. Une empreinte génétique inconnue retrouvée sur le vêtement de la disparue. À la gendarmerie de Saintes, les visages étaient tendus. Morel, penché sur le rapport du laboratoire de Poitiers, fit glisser son doigt sur la ligne cruciale. ADN masculin partiel, non répertorié, dans le FNAEG. Autrement dit, aucune correspondance dans les fichiers nationaux. « C'est pas Julien !» souffla l'adjudant Bérard. « Non, mais quelqu'un d'autre était là !» répondit Morel, les yeux perdus dans le vide. Depuis 2 semaines, l'affaire Mellet hantait chaque minute de leur vie. Les agents n'avaient plus de repos. Le téléphone sonnait jour et nuit. Les journalistes campaient en dehors. Les habitants multipliaient les signalements inutiles. Et pourtant, dans ce chaos, ce fragment d'ADN changeait tout. « Il faut qu'on trouve à qui il appartient », déclara Morel d'un ton sec. «
On va élargir la recherche, interroger le voisinage, refaire le trajet complet de Vanessa ce matin-là. Le 12 février, la dernière trace connue restait ce signal de téléphone à 8h12 sur la route de Royan. À partir de là, plus rien. Mais à la lumière de cette nouvelle donnée, tout prenait une autre signification. Peut-être que quelqu'un l'avait prise en stop ou forcé à s'arrêter. L'équipe décida de reconstituer le trajet. À bord d'un véhicule identique, ils partirent du boulevard Guillet-Maillet à 7h30 précise. En roulant à allure normale, on atteignait la zone de Saint-Porcher vers 8h10, là où la Clio avait été retrouvée. « Ça colle », dit Morel. « Elle a dû s'arrêter ici. Mais pourquoi ?» Il descendit de la voiture, observa le fossé, le talus, les arbres dégarnis. Le vent glacé lui fouettait le visage. Si elle avait eu un problème, elle aurait appelé à l'aide. Mais son portable a été éteint ici, volontairement. À quelques mètres, un technicien découvrit un petit objet métallique coincé entre deux pierres. Il le ramassa. Un bouton de veste, usé, noir. « Ce pourrait venir d'un manteau d'homme, dit-il. » Morel le fit placer sous scellé. Le lendemain, au laboratoire, le résultat tomba. Sur le bouton, la même trace ADN que sur le manteau de Vanessa. La même personne. Celui qui a touché son manteau a aussi perdu ce bouton, conclut l'experte. C'est notre homme. L'enquête prit alors une tournure obsessionnelle. Les jours suivants, les gendarmes écumèrent les garages, les chantiers, les zones industrielles, interrogeant les travailleurs isolés, les saisonniers, les itinérants. Un profil se dessinait. Un homme d'une quarantaine d'années, discret, solitaire, sans casier. Peut-être ouvrier, peut-être mécanicien. Mais qui ? Une nuit, alors qu'il révisait les témoignages dans son bureau, Morel s'arrêta sur une ligne du rapport du garage de Royan. L'homme à la camionnette blanche venait souvent acheter des pièces le soir, vers la fermeture. Et si c'était lui, ce Darnel au nom fantôme. Le lendemain, les gendarmes fouillèrent les abords de Royan, demandant à chaque station-service, chaque supérette, s'ils connaissaient un homme correspondant au signalement. Grand, cheveux ras, barbe de quelques jours. Au bout de 3 jours, un pompiste se souvint. « Oui, je vois de qui vous parlez. Il venait ici tous les soirs vers 21h, payait toujours en liquide, conduisait une camionnette claire, un peu cabossée. Il disait s'appeler Alain. » Alain quoi ? Aucune idée, mais le pompiste ajouta un détail. Il parlait souvent d'une femme qu'il devait revoir, une histoire de rendez-vous manqué. Le capitaine sentit un frisson. « Vanessa ?» murmura-t-il. Cette hypothèse semblait folle, et pourtant... Et si cet Alain avait connu Vanessa avant ? Les enquêteurs fouillèrent sa vie personnelle. Dans ses mails, rien. Sur ses réseaux sociaux, presque rien non plus. Jusqu'à ce qu'Élodie, sa sœur, mentionne un détail. Il y a quelques mois, elle avait vendu sa vieille machine à laver à un homme sur Internet. Elle m'avait dit qu'il était étrange, un peu insistant. Il avait voulu revenir pour vérifier le branchement. Elle l'avait éconduit gentiment, mais il lui avait laissé son numéro. Les gendarmes retrouvèrent l'annonce sur un vieux site de petites annonces. Le numéro associé n'existait plus. Mais grâce à un ancien enregistrement de transaction, ils récupérèrent l'adresse IP utilisée lors de la mise en ligne. Le résultat tomba. L'adresse provenait d'un café Internet à Royan, situé à 500 mètres du garage mentionné plus tôt. « C'est notre homme », dit Morel, la voix basse. Une filature fut mise en place dans le secteur. 2 jours plus tard, à la tombée du jour, un agent signala une camionnette blanche garée sur le parking d'un vieux hangar. À l'intérieur, un homme grand, au visage émacié, chargeait des outils dans des caisses. Il portait un manteau noir, au col manquant un bouton. Morel fut averti immédiatement. « Ne faites rien sans mon signal ». L'équipe se déploya en silence. Quand l'homme monta dans le véhicule, le capitaine fit un signe. Les voitures de la gendarmerie encerclèrent la zone. L'homme tenta de fuir, mais fut intercepté à la sortie du chemin. « Gendarmerie, sortez du véhicule !» cria Morel. L'homme leva lentement les mains. « Je n'ai rien fait. » Sa voix était calme, presque éteinte. Il s'appelait Alain Dorcier, 43 ans, mécanicien itinérant, dormant parfois dans sa camionnette. Lors de la fouille, les gendarmes trouvèrent une corde, un gant en cuir et une lampe frontale. Sur la doublure du gant, des fibres beige clair. « Ça vient du manteau », murmura Bérard. L'homme fut placé en garde à vue. Face aux enquêteurs, il resta d'abord mutique. Puis, après 8 heures d'interrogatoire, il finit par parler. « Je la connaissais. Je l'ai rencontrée l'année dernière. Elle m'a vendu une machine à laver. On a discuté, un peu. Elle m'a dit qu'elle vivait seule.
Je suis revenu la voir, mais elle ne voulait plus me parler. Alors j'ai voulu m'expliquer, c'est tout. Morel le fixa. Vous étiez avec elle le matin du 12 février ? Dorcier secoua la tête. Non, je voulais juste lui parler. Je suis passé devant chez elle tôt, mais je ne l'ai pas vue. Le capitaine fronça les sourcils. Et comment expliquez-vous que votre ADN soit sur son manteau ? Silence. Long, insupportable. Puis un murmure. Je lui ai attrapé le bras. Elle voulait partir. Morel se leva brusquement. Et ensuite ? Dorcier ferma les yeux. Elle s'est débattue. Elle a crié. Alors je l'ai lâchée. Elle est tombée. Après, je suis parti. Il affirma ne pas savoir ce qu'elle était devenue. Je ne voulais pas lui faire de mal. Le capitaine sentit la colère lui monter. Vous mentez, dit-il calmement. Mais sans corps, sans preuve formelle de décès, le parquet refusa la mise en examen pour homicide. Dorcier fut inculpé pour enlèvement et séquestration, puis écroué. L'affaire semblait avancer, mais quelque chose ne collait pas. Car au même moment, à 50 km de là, un promeneur découvrit un téléphone portable à moitié enterré dans la boue, au bord de la rivière Charente. L'appareil était endommagé, mais identifiable. C'était celui de Vanessa Mellet. L'analyse révéla qu'il avait été allumé brièvement 3 jours après sa disparition. Pas par elle, mais par quelqu'un d'autre. Et les empreintes sur l'écran tactile n'étaient ni celles de Dorcier, ni celles de Vanessa. Morel sentit son cœur se serrer. Il n'était pas seul, murmura-t-il. Cette affaire venait de prendre une dimension encore plus dérangeante. Le lendemain matin, le soleil d'automne baignait Barline d'une lumière tiède et dorée. Les rues semblaient lavées de la fatigue de la veille. Aïda s'était levée tôt, plus tôt que d'habitude. Elle avait à peine dormi, mais son corps semblait soutenu par une étrange énergie, comme si quelque chose d'invisible l'avait tirée hors du lit. Elle enfila un pull en laine, passa un foulard autour de son cou et descendit dans la rue. Le vent sentait la pluie, mais aussi le pain chaud. Le fournil de Doña Maruja, à 2 pas de son immeuble, la salua d'une odeur de croûte dorée et de café fraîchement moulu. Ce matin-là, elle décida de s'y arrêter. À l'intérieur, la chaleur du lieu contrastait avec le froid du dehors. Quelques habitués lisaient le journal en silence, leurs tasses fumantes posées devant eux. Doña Maruja, derrière le comptoir, leva les yeux, sourit. « Aïda, cela fait longtemps qu'on ne t'a pas vue à cette heure-ci. Du pain pour la maison ? » ?»« Non, pas aujourd'hui. Juste un café. Noir, sans sucre. » Elle s'installa près de la fenêtre, à la table où, autrefois, elle venait souvent avec Pablo. Le souvenir la frappa comme une vague. Elle se revit, des années plus tôt, riant, la main posée sur celle de son mari. À l'époque, tout semblait encore possible. Le parfum du café, la lumière de la rue, le bruit des tasses, tout cela avait le goût du passé. Elle sortit de son sac une enveloppe jaune. L'adresse manuscrite était celle d'une petite ville du Nord, qu'elle ne connaissait pas. Aïda la fixa longuement. C'était la lettre que lui avait donnée l'inconnu, la veille, après la tempête. Elle hésita à l'ouvrir, mais sa curiosité fut plus forte. À l'intérieur, une feuille pliée en 4, une écriture soignée, légèrement tremblée, et une phrase unique sans signature. « Tout ce que tu as perdu n'a jamais vraiment disparu. Il t'attend là où le ciel touche la terre. » Elle sentit une émotion la traverser, presque violente. Ces mots semblaient écrits pour elle. Pourtant, comment cela pouvait-il être possible ? Personne, à part elle, ne connaissait le poids de ce qu'elle avait perdu, ni la promesse qu'elle s'était faite un soir de novembre, sous la pluie battante. Elle resta ainsi, immobile, la lettre ouverte devant elle. Puis, quelque chose dans le reflet de la vitre attira son attention. Dehors, de l'autre côté de la rue, l'inconnu était là. Appuyé contre un lampadaire, les mains dans les poches, le regard tourné vers elle. Il ne bougeait pas. Il semblait attendre qu'elle le voie. Un frisson parcourut Aïda. Elle se leva d'un bond, sortit en hâte, traversa la rue. Mais quand elle arriva à l'endroit où il se trouvait, il n'y avait plus personne. Seulement le vent, les journaux envolés et la trace d'un pas dans la flaque encore humide. Toute la journée, Aïda ne put penser à autre chose. Qui était cet homme ? Pourquoi lui avait-il donné cette lettre ? Et surtout, comment connaissait-il les mots exacts qui résonnaient en elle depuis tant d'années ? Le soir, elle rentra chez elle, le cœur agité. Elle posa la lettre sur la table du salon, puis s'allongea sur le canapé. Dehors, les lampadaires projetaient leur lumière jaune sur les façades. Elle ferma les yeux et se retrouva dans un autre temps. Dans son rêve, elle marchait dans une rue qu'elle ne reconnaissait pas. Les maisons étaient anciennes, les volets en bois. Une brume légère flottait. Et soudain,
Au détour d'un carrefour, elle vit Pablo. Il portait la même veste qu'avant, son écharpe bleue, et ce sourire calme qu'elle aimait tant. Il lui fit signe, mais chaque pas qu'elle faisait vers lui semblait rallonger la distance. Le sol devenait plus lourd, les sons plus étouffés. Et avant qu'elle puisse le toucher, il disparut dans la brume. Elle se réveilla en sursaut, le souffle court. Sur la table, la lettre n'était plus là. Aïda chercha partout, sous les journaux, entre les coussins, sur le sol, rien. Elle fouilla même la poubelle, en vain. La lettre s'était volatilisée. Un bruit la fit sursauter, un coup léger, discret, contre la fenêtre. Elle s'approcha. Dehors, la pluie recommençait à tomber. Et sur la vitre, un mot était tracé avec un doigt invisible, dans la buée formée par la chaleur du salon. « Regarde le ciel demain ». Le message s'effaça presque aussitôt, comme si la pluie l'avait emporté. Aïda resta figée. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre. Était-ce une hallucination? Ou une suite de cette étrange série de signes qui semblaient vouloir la guider? Cette nuit-là, elle ne dormit plus. Elle s'assit près de la fenêtre, observant la ville s'endormir. Les phares des voitures projetaient des reflets mouvants sur les murs. Dans le silence, elle sentit un apaisement étrange, comme si, enfin, quelque chose reprenait sens. Elle pensa à Pablo, à la promesse qu'il s'était faite. « Si un jour tu te perds, regardez le ciel, tu sauras où me trouver. » Les mots lui revinrent comme une évidence. Et Aïda sut, sans pouvoir l'expliquer, que le lendemain changerait tout. Le matin suivant, le ciel de Barline s'étendait comme une toile grise, immobile. Aïda n'avait pas dormi. Ses yeux fatigués scrutaient encore la fenêtre, attendant quelque chose. Elle avait préparé du café, mais il avait refroidi depuis longtemps. Les mots tracés sur la vitre la veille, « Regarde le ciel demain », dansaient encore dans sa tête. Elle leva les yeux. Et c'est là qu'elle vit l'avion. Un avion, minuscule point d'argent, filait lentement entre les nuages. Jusqu'ici, rien d'étrange. Mais ce qui la frappa, c'était la traînée blanche qu'il laissait derrière lui. Elle formait, pour un instant, une forme parfaite de cœur. Un simple hasard, sans doute. Mais pas pour Aïda. Pas après la lettre. Pas après le rêve. Elle sut à ce moment précis qu'elle devait partir. Quelques heures plus tard, elle était à la gare routière, valise à la main, tremblante. Le panneau d'affichage cliquetait. Ses yeux parcouraient les destinations jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent sur un nom. Santillana del Norte. C'était la même ville inscrite sur l'enveloppe. Un endroit qu'elle n'avait jamais visité, qu'elle n'aurait jamais remarqué autrement. Le prochain bus partait à 12h30. Elle prit un billet sans réfléchir, comme on suit un fil invisible. Dans le bus, le paysage défilait lentement. Collines, forêts, petits villages aux toits rouges. Chaque virage semblait la mener plus loin d'elle-même et plus près de quelque chose qu'elle n'osait pas encore nommer. Elle se souvenait des routes parcourues autrefois avec Pablo, leur rire, la radio qui jouait toujours les mêmes chansons espagnoles des années 80. Mais aujourd'hui, c'était différent. Il y avait dans l'air une tension, une promesse. Santillana del Norte apparaissait comme un tableau ancien. Des ruelles pavées, des murs de pierre dorée, des balcons en fer forgé ornés de fleurs encore vivantes malgré l'automne. Aïda descendit du bus, inspira profondément. L'air sentait la mousse et le bois humide. Elle avait l'impression d'être entrée dans un souvenir qui ne lui appartenait pas. Elle marcha sans but précis. Le vent fit voler ses cheveux et à chaque coin de rue, elle croyait entendre un écho de pas derrière elle, mais chaque fois qu'elle se retournait, il n'y avait personne. Après une heure d'errance, elle s'arrêta devant une petite auberge à la façade bleue, la Posada del Alba. À la réception, une femme âgée, ronde et douce, leva la tête. « Une chambre pour la nuit » demanda-t-elle. « Oui, peut-être 2, » répondit Aïda, puis se corrigea aussitôt, confuse. « Non, une seule, excusez-moi. » La femme lui sourit gentiment, sans commentaire. « Chambre numéro 7, donne sur le clocher, très calme. » Le soir, Aïda sortit pour se promener. La ville était presque déserte. Seules quelques lumières vacillaient aux fenêtres. Elle passa devant une petite église romane dont la porte était entr'ouverte. Poussée par un instinct, elle entra. L'intérieur baignait dans une lumière dorée. Une odeur de cire et de pierre froide emplissait l'air. Sur un banc, une silhouette était assise. Un homme, seul. Il semblait prier. Elle s'apprêta à repartir, mais sa voix retentit, douce, posée. « Vous êtes venue, Aïda. » Elle se figea. Son cœur s'arrêta presque. L'homme se leva lentement. C'était l'inconnu, celui du lampadaire, de la tempête, de la lettre. « Comment connaissez-vous mon nom ?» balbutia-t-elle. Il la regarda avec une douceur presque douloureuse. « Parce que quelqu'un voulait que je vous la rende, quelqu'un qui vous a aimé plus que tout. »
Pablo, murmura-t-elle, la gorge nouée. Il hocha la tête. Il m'a confié quelque chose avant de partir, quelque chose que je devais vous remettre, mais seulement quand vous seriez prête. Il sortit de sa poche un petit objet enveloppé dans un mouchoir ancien. Aïda le prit, les mains tremblantes. C'était une clé, simple, en métal terni, avec un numéro gravé, 19. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Une porte, une vérité, et peut-être une façon de dire adieu. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il fit un pas en arrière, puis un autre, et se fondit dans l'ombre du porche. Aïda le suivit dehors, mais il avait disparu, encore une fois, comme avalé par la nuit. De retour à l'auberge, elle posa la clé sur la table et resta là, longtemps, à la contempler. Numéro 19. Cela ne lui disait rien. Elle essaya de se souvenir. Une maison, un hôtel, un souvenir lié à ce nombre, rien. Mais dans le silence, elle crut entendre une voix, lointaine, familière. « Tu trouveras le reste là où tout a commencé. » Alors elle comprit. Ce n'était pas ici, à Santillana, qu'elle devait aller. C'était ailleurs, dans cette maison de bord de mer, où des années plus tôt, elle et Pablo avaient passé leur dernier été ensemble. Leur maison bleue, celle qu'ils avaient promis de ne jamais vendre. Elle savait où aller. Et pour la première fois depuis des années, Aïda sentit en elle une paix légère. Non pas parce que tout avait un sens, mais parce qu'elle avait enfin accepté de le chercher. Le trajet vers la côte fut long, silencieux, presque irréel. Le bus longeait des routes étroites, bordées de pins et de collines ocres, puis l'horizon s'ouvrit soudain. La mer, d'un gris argenté, s'étendait à perte de vue. Aïda sentit une chaleur familière lui traverser la poitrine, un mélange de nostalgie et de peur. 10 ans qu'elle n'était pas revenue ici, 10 ans qu'elle avait fui ce lieu, persuadée que tourner la page était une manière d'oublier la douleur. Mais la douleur n'avait pas disparu, elle s'était simplement déguisée en silence. La Maison Bleue se trouvait au bout d'un petit chemin de sable, dissimulé derrière des pins tordus par le vent. Les volets étaient clos, le portail rouillé, mais elle reconnut aussitôt la peinture écaillée, le vieux banc sous le figuier et la fenêtre du salon où Pablo aimait s'asseoir avec son café du matin. Tout était resté figé, comme suspendu dans le temps. Aïda approcha lentement, la clé serrée dans sa main. Elle hésita une seconde, puis l'inséra dans la serrure. Le métal grinça, puis céda dans un claquement sec. La porte s'ouvrit. Une bouffée d'air salé et de poussière ancienne l'envahit. L'intérieur baignait dans une pénombre douce. Les meubles étaient couverts de draps blancs, comme des fantômes endormis. Sur le mur, une photo encadrée. Elle et Pablo, jeunes, souriants, les bras autour l'un de l'autre, devant cette même maison. Elle sentit sa gorge se nouer. Elle posa sa valise et fit quelques pas. Chaque objet semblait la regarder, la juger presque. Elle souleva un drap, le vieux canapé en cuir brun, encore là. Sur la table, un carnet ouvert, jauni. En haut de la première page, l'écriture reconnaissable de Pablo. Ce que je ne peux pas dire, je l'écrirai ici. Ses doigts tremblèrent. Elle feuilleta les pages. Des notes sur leur voyage, des réflexions sur la vie, puis des phrases plus sombres, plus confuses. Je sens que quelque chose approche. Si je pars avant elle, il faudra qu'elle sache. Clé numéro 19, armoire du grenier. Aïda leva les yeux vers l'escalier. Le grenier. Le vieux grenier qu'elle n'avait jamais aimé, à cause du bruit des poutres, du froid et des toiles d'araignée. Mais elle sut que c'était là que se trouvait la suite. Elle monta lentement, chaque marche craquant sous son poids. Le grenier sentait le bois humide et le sel. Dans un coin, elle aperçut une armoire haute, peinte en bleu pâle, le numéro 19 gravé au-dessus. La clé entra parfaitement dans la serrure. Le déclic résonna dans le silence comme une respiration. À l'intérieur, un coffret en bois clair, soigneusement noué d'une ficelle. Sur le couvercle, une simple inscription. « Pour Aïda, quand le ciel redeviendra bleu ». Elle ouvrit. À l'intérieur, une série de lettres, enveloppées individuellement. Chaque enveloppe portait une date, une pour chaque année depuis la mort de Pablo. Elle sentit ses jambes se dérober. 10 lettres, 10 années. Elle s'assit sur le plancher, incapable de retenir ses larmes. Elle en prit une au hasard. La première, datée du 14 mars 2015, 1 an après l'accident. « Ma chère Aïda, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas su t'accompagner plus loin. Je t'ai aimé d'une manière maladroite, sans savoir comment te le dire. Mais je savais une chose, même si la vie devait nous séparer, le ciel, lui, nous réunirait toujours. C'est pourquoi je veux que tu regardes le ciel chaque jour. Les nuages sont des mots que les vivants oublient de lire. » Les larmes tombaient sur le papier, brouillant l'encre. Elle relut la phrase plusieurs fois.
Regarde le ciel chaque jour. C'était la même phrase que celle sur la vitre. Quelqu'un, ou quelque chose, voulait qu'elle suive ses signes. Elle ouvrit une deuxième lettre. Santiana del Norte. Là-bas vit quelqu'un que j'ai connu avant toi. Il s'appelle Antoine. Si tu le croises, écoute-le. Il sait ce que j'ai laissé inachevé. Antoine, l'homme de l'église. Alors ce n'était pas un hasard. Tout était orchestré à sa manière étrange, douce et douloureuse. Pablo, même après sa mort, continuait à tisser des liens entre les vivants. Aïda posa les lettres à côté d'elle, ferma les yeux. Elle entendit le vent siffler contre les vitres comme une chanson familière. Le ciel s'assombrissait dehors, mais une clarté bleue filtrait à travers les nuages. Le lendemain, elle décida de descendre jusqu'à la plage. Les vagues grondaient doucement et l'air marin lui fouettait le visage. Elle marcha longtemps jusqu'à l'endroit où Pablo aimait pêcher. Sous un rocher, elle vit quelque chose briller. Un petit médaillon rouillé, à moitié enfoui dans le sable. Elle le déterra et l'ouvrit. À l'intérieur, une photo. Elle, riant, dans les bras de Pablo. Derrière, une inscription à peine lisible. Sous le même ciel. Elle se mit à pleurer, pas de tristesse, mais de reconnaissance. Elle comprenait enfin que tout ce voyage n'était pas un adieu, mais un retour à elle-même. Pablo ne lui demandait pas d'oublier, mais de continuer à vivre, d'aimer encore, de regarder le ciel, même quand il est gris. En rentrant à la Maison Bleue, elle aperçut quelque chose sur la table du salon. Une plume, fine, blanche, posée là où il n'y avait rien auparavant. Elle la prit doucement. Elle sentit une chaleur étrange, presque humaine, au creux de sa main. Et soudain, dehors, le ciel s'ouvrit, un bleu limpide, éclatant. Un rayon de soleil illumina la pièce. La photo sur le mur sembla vibrer un instant, et dans le souffle du vent, elle crut entendre une voix, tendre, apaisée. « Je suis là, Aïda, toujours là, sous le même ciel. » Elle ferma les yeux, serra la plume contre son cœur. Le passé, enfin, cessait de lui faire mal. Il ne restait que la lumière. Et cette promesse invisible entre deux âmes séparées par le temps, mais unies à jamais par le ciel. Le troisième jour, Aïda se réveilla très tôt, avant même que la lumière ne s'infiltre à travers les volets bleus. L'air sentait la mer et la cire, le silence n'était troublé que par le cri des mouettes au loin. Elle se leva, alluma la bouilloire, puis posa sur la table les lettres retrouvées dans le grenier. 10 enveloppes, 10 années. La ficelle qui les liait encore semblait vibrer doucement dans la lumière du matin. Elle resta un long moment à les regarder, comme si elle respirait. Le vent, en passant par la fenêtre entr'ouverte, fit frémir les bords du papier, comme une invitation. Elle prit la troisième, datée du 14 mars 2017, l'écriture de Pablo, plus tremblée, plus lente. « Ma chère Aïda, si tu es arrivée jusqu'ici, c'est que tu n'as pas renoncé. Merci pour cela. Tu te souviens sans doute de nos promenades au bord du phare de San Vicente? J'y ai laissé quelque chose pour toi. Pas un cadeau, non. Un souvenir que tu devras lire avec les yeux du cœur. Regarde sous la pierre où tu avais dessiné un cœur, le jour de notre dernier été. Pablo. » Aïda sentit un frisson la parcourir. Ce phare, elle s'en souvenait. Une tour blanche plantée au sommet d'une falaise, battue par les vents, où ils allaient presque chaque soir, avant le coucher du soleil. Elle avait oublié le cœur gravé sur la pierre, mais l'image revint soudain. Eux deux, riant, la main pleine de sable, et Pablo lui disant « Laisse ici ton rire, il reviendra chaque fois que tu seras triste. » Elle enfila un pull, prit les clés de la voiture qu'elle avait louée la veille, et partit. La route longeait la côte, sinueuse et étroite. La mer, en contrebas, était d'un vert sombre, éclaboussé d'écume. Par moments, la pluie fine effaçait presque la ligne d'horizon. Aïda conduisait lentement, les doigts crispés sur le volant. Ce voyage avait un goût étrange, celui du passé, mais aussi d'une quête qu'elle n'aurait jamais osé entreprendre avant. Quand elle arriva au phare, le vent soufflait fort. La mer semblait rugir à chaque impact contre les rochers. Elle s'enveloppa dans son manteau et monta le petit sentier. Les pierres glissaient sous ses pas, mais elle continuait, guidée par une force qu'elle ne comprenait pas. Enfin, elle atteignit le sommet. Le phare était toujours là, vieilli, fissuré, mais debout. Elle contourna la rambarde et chercha du regard la pierre gravée. Au bout de quelques minutes, elle la vit. Un petit cœur à moitié effacé par le sel, creusé près d'un buisson d'ajonc. Elle s'accroupit, écarta la mousse et souleva la pierre. Sous la roche, un petit objet emballé dans un plastique. Elle le prit, essuya la boue. C'était une cassette audio, étiquetée d'une écriture qu'elle reconnut aussitôt. « Pour quand tu voudras entendre ma voix sans pleurer ?» Elle sentit le vent se lever plus fort, comme pour l'envelopper.
puis repartit, le cœur battant. De retour à la Maison Bleue, elle chercha partout un vieux lecteur de cassettes. Finalement, dans le buffet du salon, elle en trouva un, couvert de poussière mais intact. Elle inséra la cassette, appuya sur play. Un petit grésillement, puis la voix de Pablo. « Si tu écoutes ça, c'est que le temps a fait son œuvre. Peut-être que tu m'as pardonné, peut-être pas. Mais j'espère au moins que tu respires sans douleur. Tu sais, Aïda, j'ai toujours cru que les souvenirs avaient leur propre vent. Qu'ils reviennent quand on ne s'y attend pas. C'est pour ça que je t'ai laissé ces lettres. Pas pour te ramener à moi, mais pour te ramener à toi. Tu as toujours su écouter le monde, mais tu as oublié d'écouter ton propre cœur. Et il y a quelque chose que je dois te dire, quelque chose que je n'ai jamais osé. » Le souffle de Pablo devint plus court, plus fragile. On entendait au loin le cri des mouettes, la mer. Le jour où je suis tombé malade, je n'ai pas tout dit. Je ne t'ai pas dit que j'avais rencontré Antoine bien avant notre mariage. C'était un ami d'enfance, un frère presque. C'est lui qui m'a appris à écrire, à voir la beauté dans la peur. Quand je t'ai quitté, je lui ai confié le reste de mon histoire. Parce que je savais qu'un jour, tu aurais besoin d'un témoin. Il t'a cherché longtemps, Aïda. Si tu l'as trouvé, écoute-le. Il te dira ce que je n'ai pas eu la force de dire moi-même. » La cassette s'interrompit soudain, puis reprit dans un souffle presque imperceptible. « Et rappelle-toi, il n'y a pas de fin, seulement des commencements qui changent de forme. Je t'aime, sous le vent, sous le ciel, dans chaque instant où tu souris encore. » Le clic final résonna dans la pièce, sec et vide. Aïda resta là, immobile. Elle ne pleurait pas cette fois. Elle sentit au contraire une étrange paix, une sorte d'évidence douce. Ce n'était pas une lettre d'adieu, mais une lettre de passage. Le soir, elle sortit sur la terrasse. Le vent soufflait fort, jouant avec ses cheveux. Les nuages s'écartaient lentement, dévoilant un ciel d'un bleu profond, presque irréel. Elle pensa à Antoine, à ses yeux calmes, à sa manière de parler de Pablo comme d'un frère. Soudain, elle comprit. Il y avait une dernière chose à éclaircir. Pourquoi Antoine? Pourquoi lui, toujours présent dans l'ombre de Pablo, jusque dans cette église de Santillana? Elle retourna à l'intérieur, ouvrit la 4e lettre, datée du 14 mars 2019. « Aïd, si tu en es là, c'est que tu as trouvé la cassette. Et peut-être as-tu entendu le nom d'Antoine. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que cet homme n'est pas seulement mon ami. Il est aussi celui qui m'a sauvé. Pas de la mort, mais de la peur. Tu sais, quand j'ai appris ma maladie, j'ai voulu fuir. C'est lui qui m'a convaincu d'écrire, de te parler autrement, de laisser une trace. Sans lui, tu ne lirais pas ces mots aujourd'hui. Et il y a plus. Antoine garde une chose que je n'ai pas pu t'envoyer. Demande-lui ce qu'il cache dans le vent du Nord. Il comprendra. Le vent du Nord. » Aïda se souvint. C'était le nom du petit port, juste au-delà du cap, là où le vent soufflait le plus fort, là où Antoine disait souvent aimer écouter les voix du large. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle prit une lampe, enfila son manteau et sortit dans la nuit. La route vers le port était sombre, balayée par les rafales. Chaque pas semblait la rapprocher d'une vérité qu'elle redoutait autant qu'elle la désirait. Le phare, au loin, lançait des éclats réguliers sur la mer Noire. Quand elle atteignit la jetée, elle distingua une silhouette debout près d'un banc. Antoine. Il se retourna avant même qu'elle ne dise un mot. « Tu as trouvé les lettres » murmura-t-il. Elle hocha la tête. « Et la cassette. Et maintenant, il est question du vent du Nord. » Antoine eut un sourire triste. « Alors il est temps. » Il sortit de sa poche un petit carnet noir, fermé par un ruban rouge. « C'est le dernier. Pablo m'a demandé de le garder jusqu'à ce que tu sois prête. J'ai attendu 10 ans. » Aïda prit le carnet. Le cuir était tiède, presque vivant sous ses doigts. Elle n'osa pas l'ouvrir tout de suite. Le vent s'intensifia, emportant les mots qu'elle aurait voulu dire. « Il t'aimait, Aïda, » dit doucement Antoine, d'une façon que ni la mort ni le temps n'ont pu effacer. Et dans la nuit, un éclat de lune se posa sur le carnet. Elle sut alors que la dernière vérité l'attendait à l'intérieur. Le matin du 19 janvier, la gendarmerie de Niort fut réveillée par un vent glacial et un appel encore plus froid. Une voix métallique, tremblante, celle d'un homme d'entretien travaillant dans un ancien bâtiment communal situé à la sortie de la ville. Il venait d'ouvrir une trappe dans le sous-sol, un lieu depuis longtemps condamné où les archives de la mairie avaient été entreposées. L'odeur était insoutenable. Au fond du couloir, une bâche bleue, et sous la bâche, des vêtements féminins. Une veste beige tachée de terre, le même modèle que celui que portait Vanessa le jour de sa disparition. Quand la nouvelle arriva au bureau du capitaine Dumont, il comprit immédiatement.
Tout ce que l'enquête avait construit depuis 2 ans allait se concentrer dans cet endroit étroit, poussiéreux, figé dans le silence. Le bâtiment fut immédiatement bouclé. Les techniciens en identification criminelle arrivèrent sur place. Élodie, la sœur de Vanessa, fut prévenue officieusement. « On a retrouvé quelque chose ». Elle se mit à trembler, incapable de répondre. L'espoir, même infime, venait de basculer dans cette phrase. Sous la lumière blanche des projecteurs, les enquêteurs descendirent dans le sous-sol. La bâche fut soulevée avec une lenteur quasi religieuse. Ce qu'ils découvrirent n'était pas un corps entier, juste des fragments osseux, enveloppés dans un drap blanc déchiré. Un pendentif rouillé pendait à une chaîne cassée, le même motif floral que celui que Julien avait offert à Vanessa pour ses 35 ans. Le capitaine Dumont détourna le regard, serra les poings. Le silence était total. Une odeur de moisissure, de fer et d'humidité remplissait l'espace. Tout indiquait que le corps avait été déplacé plusieurs fois avant d'être dissimulé là. Sur le mur, une tache sombre, comme une coulée ancienne de sang, diluée dans la poussière. La police scientifique passa des heures à photographier chaque recoin. Dans un sac plastique, on retrouva aussi un téléphone écrasé. La carte SIM, miraculeusement, était encore lisible. Lorsqu'ils la connectèrent, un seul message s'afficha, envoyé le soir du 14 mars 2021 à 22h46. « Je ne peux plus. » Signé Vanessa. Mais à qui? Aucune trace d'un destinataire identifiable, comme si le numéro avait été effacé de la mémoire du réseau. Dans les jours qui suivirent, la découverte devint publique. Les journaux titrèrent « Restes humains retrouvés », la piste « Vanessa Mellet relancée ». Les médias envahirent Niort. Les habitants, partagés entre curiosité morbide et compassion, se rassemblaient devant la mairie. Élodie, harcelée par les journalistes, se réfugia chez une amie, incapable de faire face à la réalité. Julien, lui, restait silencieux. Il ne se montrait plus, ne répondait plus aux appels. Ses proches dirent qu'il était détruit, d'autres qu'il était soulagé. Les enquêteurs, eux, n'avaient aucun doute. Il fallait le réentendre. Mais Julien semblait s'être volatilisé. Les gendarmes allèrent chez lui. Le portail était fermé. La boîte aux lettres débordait. À l'intérieur, une odeur de renfermé, des assiettes sales, un ordinateur allumé sur un fond noir. Et sur l'écran, une seule phrase tapée dans un document Word. « Ce n'est pas ce que vous croyez ». Le capitaine Dumont sentit le sol se dérober sous ses pieds. Chaque indice semblait se tordre, se contredire. Et pourtant, quelque chose reliait tout cela. Le sentiment d'un secret que tout le monde connaissait, mais que personne n'osait dire. Les analyses ADN confirmèrent 3 jours plus tard. Les restes étaient bien ceux de Vanessa Mellet. Élodie fut convoquée pour reconnaissance d'objet. Elle reconnut le pendentif sans hésiter. Elle s'effondra sur la table, en silence, le visage caché dans ses mains. L'officier en charge resta immobile, conscient que rien de ce qu'il pourrait dire ne changerait cette déflagration intime. À la télévision, le procureur annonça une reprise complète du dossier, désormais requalifié en homicide volontaire. Les experts légistes précisèrent que la mort remontait bien à mars 2021 et qu'il existait des traces de strangulation. L'affaire basculait. La question n'était plus où était Vanessa, mais qui avait voulu qu'elle disparaisse. Le lendemain, une perquisition eut lieu chez un certain Alain R., un ancien ouvrier communal connu pour son comportement instable. C'est lui qui avait travaillé dans le bâtiment abandonné quelques jours avant la disparition. Interrogé, il nia tout en bloc, mais ses empreintes figuraient sur la bâche. « J'ai juste déplacé des affaires », dit-il. Pourtant, un détail troubla les enquêteurs. Sur son portable, on retrouva plusieurs recherches liées à Vanessa, datées de 2022. « Pourquoi chercher le profil d'une femme disparue si tu ne la connaissais pas ?» demanda Dumont. Alain haussa les épaules. Tout le monde à Niort parlait d'elle. Rien de probant, mais un parfum de mensonge. Pendant ce temps, Julien restait introuvable. La voiture qu'il conduisait, une Clio grise, fut repérée sur une caméra à 40 km de là, sur une route de campagne. Le moteur avait été coupé. À l'intérieur, une lettre, pliée soigneusement. « Je ne voulais pas, je jure que je ne voulais pas. » Aucun nom, aucune date, juste ces mots, écrits d'une main tremblante. Le capitaine Dumont savait ce que cela signifiait, un point de non-retour, mais il ne pouvait pas encore conclure. Pas sans comprendre ce qui s'était réellement passé entre Vanessa et Julien les jours précédant le drame.
Une voisine raconta avoir entendu des disputes violentes, des bruits de verre cassés, puis plus rien. D'autres parlaient d'un homme souvent garé près de la maison de Vanessa, la nuit, observant les fenêtres sans jamais descendre de voiture. Était-ce Julien? Était-ce quelqu'un d'autre? L'étau se resserrait, mais le puzzle restait incomplet. Et plus les enquêteurs approchèrent de la vérité, plus elle semblait s'éloigner, se dissoudre dans la peur et la honte. Le soir, seul dans son bureau, Dumont alluma une cigarette, chose qu'il n'avait plus faite depuis 20 ans. Il relut la phrase écrite sur l'écran de l'ordinateur de Julien. « Ce n'est pas ce que vous croyez ». Une phrase qui, dans les affaires criminelles, veut toujours dire la même chose. Quelqu'un cache encore quelque chose. Et ce quelque chose, il allait devoir le faire parler. Le 23 janvier, un orage s'abattit sur la région de Niort. La pluie martelait les vitres du commissariat, tandis que le capitaine Dumont relisait pour la 100e fois le dossier complet de l'affaire Mellet. Chaque page portait les marques du temps et de la fatigue, les photos du corps, les relevés d'appel, les témoignages contradictoires, les heures d'interrogatoire. Tout semblait mener à Julien, et pourtant, quelque chose résistait. Une incohérence minuscule mais obsédante. L'heure du message envoyé depuis le téléphone de Vanessa, ce « je ne peux plus ». 22h46. À cette heure-là, selon les données téléphoniques, Julien se trouvait encore dans un restaurant avec un ami. Et cet ami avait confirmé, facture à l'appui, qu'ils étaient ensemble jusqu'à 23h15. Alors qui avait envoyé le message? Et comment le téléphone de Vanessa s'était-il retrouvé dans ce sous-sol? Le capitaine Dumont n'arrivait pas à dormir. Il fit rouvrir la fouille du bâtiment. Le lendemain matin, un agent trouva dans une conduite d'aération un petit objet métallique, une clé USB poussiéreuse, recouverte de rubans adhésifs. Elle fut immédiatement envoyée au service informatique. Son contenu était étrange. Une série de photos prises dans une maison, celle de Vanessa. On la voyait sur certaines images, assise à son bureau, concentrée, d'autres fois au jardin, parlant à quelqu'un hors champ. Et dans le reflet d'une vitre, on distinguait une silhouette masculine, floue mais reconnaissable. Alain R., l'ancien ouvrier communal. Il avait menti. Dumont ordonna son arrestation immédiate. L'homme fut retrouvé dans une cabane isolée à la périphérie de Niort, sale, nerveux, les yeux rougis par l'alcool. Au début, il nia tout. Puis, face aux photos, son visage se décomposa. « C'était un accident », murmura-t-il. Il expliqua d'une voix hachée qu'il avait rencontré Vanessa par hasard, quelques mois avant sa disparition, lors d'un dépannage dans son immeuble. Il s'était pris d'une fascination maladive pour elle. Il l'observait, la suivait, la photographiait. « Elle ne savait pas que je l'aimais », dit-il, les larmes aux yeux. Puis un soir, il avait tenté de lui parler, devant chez elle. Elle s'était fâchée, lui avait dit de ne plus jamais l'approcher. « Elle m'a traité de malade. » Il tremblait. Alors je suis revenu pour lui demander pardon. Mais la discussion avait dégénéré. Elle m'a giflé, j'ai perdu le contrôle. Je voulais juste qu'elle se taise. Dumont le fixa, immobile. « Et Julien ?» Alain le regarda, perdu. « Julien, je ne savais même pas qu'il existait. » Les experts confirmèrent ces dires. Les traces de cordes sur les os correspondaient à des liens trouvés dans la cabane d'Alain. Son ADN figurait sur le drap dans lequel le corps avait été enveloppé. L'affaire semblait close. Mais pour Dumont, ce n'était pas encore la fin. Il restait ce message, ce fameux « je ne peux plus ». Alain ne pouvait pas l'avoir envoyé. Le téléphone de Vanessa était resté dans sa maison après le drame, et c'est seulement des jours plus tard qu'Alain était venu le récupérer pour dissimuler les preuves. Alors, qui? La réponse arriva d'une manière inattendue. L'ami de Julien, celui du restaurant, confia aux enquêteurs que Julien lui avait fait une étrange confidence ce soir-là. Il m'a dit qu'il sentait que quelque chose n'allait pas avec Vanessa, qu'elle recevait des messages bizarres, qu'elle avait peur. En fouillant plus profondément dans les échanges téléphoniques, les techniciens retrouvèrent une série de SMS effacés. « Arrête de m'écrire. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Si tu continues, je vais tout dire. » Tous envoyés au même numéro, celui d'Alain R. Dumont comprit alors que Vanessa avait essayé de se défendre seule, qu'elle avait voulu couper tout lien avec cet homme qui la harcelait, et que ce soir-là, en sortant pour la dernière fois, elle ne savait pas qu'elle allait le croiser. Julien, de son côté,
avait simplement été pris dans le vertige de la culpabilité, se sentant responsable de ne pas avoir su la protéger. Le 29 janvier, Alain R. passa aux aveux complets devant le juge d'instruction. Sa voix resta monotone, sans éclat. « J'ai voulu l'enterrer pour qu'on l'oublie, mais je n'ai jamais cessé d'y penser. Chaque nuit, elle était là, dans mes rêves. » Quand il termina, un silence lourd envahit la salle. Élodie, présente au fond, ferma les yeux. Pour la première fois depuis 2 ans, elle respirait sans trembler. Quelques semaines plus tard, une cérémonie fut organisée dans un petit cimetière de la région. Pas de caméra, pas de journalistes. Juste une vingtaine de personnes, des fleurs blanches et une pluie fine tombant sur les parapluies. Le capitaine Dumont s'éloigna un instant. Il observa les visages, les larmes silencieuses. Ces affaires-là ne laissent jamais les gens indemnes, ni les familles, ni les policiers. Il se souvenait des premiers jours de l'enquête, du visage souriant de Vanessa sur les affiches placardées partout dans Niort. Et il pensa à toutes ces femmes disparues dont on ne retrouve jamais la trace. Il jeta sa cigarette, l'écrasa dans la boue. Quelques mois plus tard, dans un dernier geste de pudeur, Élodie fit encadrer une photo de sa sœur. Elle la plaça dans le salon, près de la fenêtre. Le visage de Vanessa semblait apaisé, comme si le vent avait enfin balayé la peur. Le temps fit son œuvre. La maison fut vendue, la vie reprit son cours. Mais un soir d'automne, alors que le soleil se couchait, le capitaine Dumont reçut une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, une seule photo, Vanessa, prise de dos, marchant dans une rue. Au verso, une phrase écrite à la main. « On ne disparaît jamais vraiment ». Dumont sentit un frisson lui parcourir la nuque. Il leva les yeux vers la fenêtre, là où la pluie recommençait à tomber, fine et obstinée. Dans les affaires criminelles, la vérité finit toujours par surgir, mais elle ne dit jamais tout.